Bonjour et bienvenue dans ce débat depuis le Parlement européen de Strasbourg. Les journalistes sont-ils en danger en Europe après l'assassinat en octobre sur l'île de Malte de la journaliste Daphne Caruana Galizia? On en a parlé à plusieurs reprises. Un nouvel assassinat, celui de journaliste d'investigation Jan Kuciak et de sa compagne Martina Kusnirova, a eu lieu en Slovaquie. C'était là, à la fin du mois de février, 26 février. Avec vous, Eva Joly, vous êtes députée Vert Alliance Libre Europe. Bonjour, merci d'être avec nous. Et Virginie Rosière, vous êtes députée socialiste et démocrate. On va faire un peu le point, essayer d'être précis sur cette nouvelle affaire, la précédente également. Et qu'est-ce qu'on sait également, qu'est-ce qu'on sait exactement sur ce dernier assassinat et j'allais dire, qu'est-ce qui doit être fait, ça on en reparlera un peu plus longuement tout à l'heure, pour essayer d'enrayer cette criminalité ciblée contre les journalistes en Europe. J'allais dire, Eva Joly, qu'est-ce que ça nous dit déjà d'un seul coup? Comment vous l'interprétez? Comment vous ressentez cette sorte de dérive à laquelle on assiste? On en parlait il y a quelques instants, depuis plusieurs mois très spécifiquement, en Europe, et qui vise la presse, ce qui est tout de même un phénomène assez nouveau, jusqu'à l'assassinat. L'assassinat est évidemment extrême. Et en Slovaquie, on voit une réaction populaire très très forte. Il y a eu 40 000 personnes dans les rues, c'est-à-dire des démonstrations, des manifestations qu'ils n'ont pas vues depuis 1989. Donc c'est clair que l'assassinat des journalistes ne passe pas dans l'opinion publique. Et ce que les politiques et les hommes d'affaires slovaques voulaient garder secret, par l'assassinat est sur la table. Par exemple, le Parlement européen a envoyé une délégation qui a passé plusieurs jours, 6 députés, voilà, qui a fait un rapport tout à fait complet. Le 8 et le 9 mars, ils voilà, sont allés sur place. Et qui raconte par exemple que Jan Kuciak, avant l'assassinat, avait déposé plainte pour menace contre un des hommes d'affaires dont il parlait dans ses articles. Et que cette plainte n'avait pas été traitée par la police et interrogée sur ça par d'autres journalistes, le ministre de l'Intérieur, M. Kalinak, avait répondu « De toute façon, Kuciak ne cherchait que de la merde, comme vous-même. » Donc on voit bien là le mépris dans lequel le ministre de l'Intérieur, dont la corruption était connue, tenait le journalisme. Aujourd'hui démissionné. On va reparler de tout ça, bien sûr, en détail avec vous. J'allais dire, Virginie Rosière aussi, vous, votre réaction, comment vous ressentez cette montée quand même d'une violence très particulière allant jusqu'à l'extrême, comme on le disait, jusqu'à l'assassinat contre des journalistes dans l'Europe, enfin au cœur de l'Europe. Et on en parlait tout à l'heure aussi en aparté, n'oublions pas l'attentat contre Charlie Hebdo qui a eu lieu il y a 2 ans maintenant. Je pense qu'on voit une dégradation des conditions d'exercice de la liberté de la presse en Europe. On regarde souvent ce qui se passe dans d'autres pays, à raison. La situation des journalistes en dehors de l'Union peut être extrêmement préoccupante, mais on doit aussi regarder lucidement ce qui est en train de se passer chez nous. On a en fait, je pense, un double phénomène qui explique qui peut permettre d'expliciter les conditions pour lesquelles, dans 6 mois, avec Daphne Caruana Galizia à Malte en octobre et Jan Kuciak en février en Slovaquie, on a eu 5 journalistes tués dans la dernière décennie et 2 dans les 6 derniers mois. Pourquoi cette accélération et cette dégradation des conditions? Je pense qu'on a d'un côté un mouvement de révélation de plus en plus fort, de scandales. La presse d'investigation joue son rôle. Il y a une forte pression des opinions publiques, des ONG, du journalisme d'investigation. D'ailleurs, c'est ce qui a permis aussi de faire bouger les lignes pour nous au Parlement européen sur la question de la lutte contre la corruption et de la lutte contre l'évasion fiscale. Ouais. Donc, ça met les journalistes sous les feux de la rampe et du coup avec des réactions extrêmement violentes de mouvements mafieux ou de personnes corrompues qui veulent faire taire à tout prix les journalistes. Ça, cette réalité-là, c'est quelque part le terrible prix à payer pour le courage de ces journalistes. On ne s'en satisfait pas, mais malheureusement, c'est aujourd'hui le danger dans lequel ils se mettent et on essaie aussi au Parlement d'améliorer la protection des journalistes et de leurs sources, entre autres avec la question de lanceurs d'alerte. Et puis, je crois qu'on a aussi un autre phénomène
et qui doit nous interroger, nous, en tant que politiques, qui est de quel climat on crée autour de la question de l'information. Parce qu'on voit aussi qu'on a une dégradation de l'image des journalistes, des discours de plus en plus violents, y compris de la part de responsables politiques tout à fait anti-journalistiques, et pas forcément de responsables politiques extrêmes, tout à fait établis, et je pense qu'on en parlera aussi, qui dénigrent. Alors on peut critiquer les médias, c'est même nécessaire, parce que les médias ont un rôle d'intérêt général, et on doit, si on y voit des dysfonctionnements, les critiquer, mais il faut aussi reconnaître l'utilité fondamentale de l'information et défendre cette profession de journaliste qui est absolument indispensable à la démocratie. Alors dans ces deux cas, et notamment dans le dernier, bien sûr, on a une fusion, c'est important effectivement de prendre un peu de recul par rapport à ça, entre un personnel politique à la tête de l'État. Il ne s'agit pas de petits politiciens égarés, inconnus, etc. À la tête de l'État et le crime organisé, tout simplement. Le crime organisé qui a pignon sur rue, on a cité la mafia, notamment la mafia calabraise. On est tout de même dans un cas aussi là, assez extrême, de corruption, le poisson pourri par la tête, comme dit le proverbe napolitain, mais de corruption à la tête de l'État. On n'est pas dans des petites affaires secondaires cantonales. Et donc la difficulté d'exercer de faire des enquêtes indépendantes lorsque l'objet de l'enquête sont les ministres ou le chef de l'État. Et là, j'ai envie de dire qu'avoir un procureur européen est très important parce qu'avec une enquête menée à partir de Bruxelles, vous mettez la distance nécessaire entre les enquêteurs et les politiques. On n'a pas ce type de poste, de fonction à l'heure actuelle dans l'Union européenne. Nous l'avons voté et il va être fonctionnel au 1er janvier 2020. Et donc pour moi, ça c'est une nouvelle institution qui est un grand progrès. Et la Slovaquie a adhéré à l'institution de procureur européen. Parce qu'on voit bien, la Slovaquie était à la tête du Conseil au mois de juillet à décembre 2016. Alors que la mise en cause du ministre de l'Intérieur, qui a donc présidé les commissions intérieures pendant 6 mois, était connue. Et donc, vous en étiez ému, si je puis dire, déjà. Absolument. Lorsqu'il est venu à la commission Libé présenter ses priorités, et que dans ses priorités, il y avait la lutte contre la corruption, je n'ai pas résisté à la tentation de souligner la contradiction entre le fait d'être lui-même sous enquête pour notamment des suspicions de malversation sur la TVA et cette volonté-là, qui était donc ce qu'on dit en anglais, c'est du lip service, quoi. Parce qu'en réalité, la corruption dans ce pays-là a bien gangréné l'État. Et l'opinion le sait. Moi, j'ai l'habitude de dire que la corruption, elle se lie dans le paysage, elle se lie dans le paysage urbain. Et les citoyens le savent bien. Ils savent bien que lorsque les appartements sont trop splendides, le parc automobile trop abondant, qu'il y a une raison et que cette raison n'est pas à chercher dans les affaires correctes qui sont faites ou la rémunération de ministres, il est du côté de la corruption. Alors là, j'allais dire que l'Europe est impliquée dans cette affaire slovaque encore d'une autre manière, puisque de l'argent venant de l'Europe aurait fait partie de ce circuit, à confirmer bien sûr, mais aurait fait partie de ce circuit de corruption. Donc on est là dans un système, on disait tout à l'heure, crime organisé, tête des États. Et l'Europe n'est pas responsable, bien entendu, mais en tous les cas, il y a de l'argent européen qui circule dans ces affaires. Ça paraît tout à fait incroyable et hallucinant tout de même. Et ça, oui, c'est avec la complicité des dirigeants slovaques pour détourner une partie des fonds européens au bénéfice de l'Andrangheta, donc la mafia calabraise qui a trouvé un nouveau terrain d'élection en Slovaquie pour organiser ces circuits de détournement. Et Olaf a conduit plusieurs enquêtes concernant le fonds structurel pour la Slovaquie, mais comme vous le savez, Olaf ne peut pas poursuivre les auteurs, a transmis le dossier à la Slovaquie qui n'en a rien fait. Donc encore une fois,
le procureur européen est indispensable. Oui, on a un fossé en fait entre les règles, les lois, les textes qui sont clairs. Et sur le papier, tout va bien. Et après, dans la pratique, quand on voit la manière dont ça fonctionne, mais ça c'est dans les mains des États. Lorsqu'on a un État corrompu, il faut toutes les règles qu'on peut décider ne sont pas appliquées. Ce n'est pas nouveau, les détournements de fonds européens. Alors, petite question technique et presque policière. Du coup, on parle beaucoup dans les deux affaires, d'ailleurs, de cette fameuse mafia italienne qui semble aller à merveille. D'après ce que vous savez, d'après vos informations, où on en est avec cette question, la pieuvre de la mafia en Méditerranée, notamment dans les... Enfin non, la Slovaquie, c'est pas un pays méditerranéen, semble plus vigoureuse que jamais. Où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle, j'allais dire, au niveau européen de la lutte contre cette organisation la plus célèbre du crime organisé, qui a maintenant des ramifications partout, parce que des mafias, il y en a dans différents pays. Ce qui est sûr, c'est que nous n'avons pas gagné cette bataille. Et nous ne l'avons pas gagnée ni au niveau européen, ni au niveau français. Il faut lire le livre d'un repenti corse de Claude Chaussat, qui raconte la mafia corse de l'intérieur. Et on découvre aussi les assassinats pour un regard de travers. Donc, les méthodes violentes, les assassinats fréquentes, ils sont légion aussi en France. Et c'est important de le rappeler. Alors revenons sur ce qui va être décidé au niveau européen. Il y a une résolution qui va être soumise à vote. En quelques mots, je ne sais pas, Virginie Rosière, expliquez-nous un petit peu qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau qui puisse permettre de changer la donne sur une question aussi grave, aussi complexe, aussi tordue que celle-ci. C'est déjà, ça vous remettre donc la résolution sera, on débat aujourd'hui, la résolution sera votée la prochaine plénière en avril. L'idée, elle est surtout de dresser un tableau sans concession de la réalité déjà, de ne pas se voiler la face. Les faits sont trop graves pour détourner le regard. On en a une situation catastrophique, mais de l'état de la corruption dans certains pays, et plus globalement aussi je le disais tout à l'heure, d'une menace sur la liberté de la presse. On a vraiment les deux aspects, si vous voulez. La résolution sera vraiment sur la situation slovaque, mais plus généralement, on doit aussi se poser la question de quel statut on donne à l'information, quel statut on donne à tous ceux qui, justement, dévoilent ces scandales. Et là-dessus, on sait que ce sont des acteurs indispensables de la démocratie. Donc au-delà de la résolution qui va vraiment se focaliser sur la situation slovaque, l'Union européenne doit avancer pour continuer à affirmer la nécessité d'avoir un journalisme d'investigation fort, protégé, légitime. Dire que ce sont des acteurs nécessaires et protéger leurs sources. Parce qu'on a aussi parfois un nouveau discours où on salue le journalisme d'investigation et après quand il s'agit de prendre des mesures concrètes, évidemment on va parler de la question des lanceurs d'alerte, voilà, on a certains groupes politiques qui ont la main qui tremble un peu. C'est ça. Où on en est sur cette question des lanceurs d'alerte, dont on parle régulièrement bien entendu, où est-ce qu'on en est concrètement à l'heure actuelle? Parce que c'est fait qu'on en parle. Comme vous le savez, dans les commissions d'enquête de ce Parlement, que ce soit Taxe 1, 2 ou la commission PANA, dans les recommandations faites à la commission, en haute priorité, il y a la création d'un statut de lanceur d'alerte avec donc une directive qui développe et qui protège les lanceurs d'alerte. La commission a promis de sortir cette directive. Nous avons posé des questions il y a quelques jours et nous avons eu l'assurance que c'est vraiment dans le tuyau et que c'est imminent. La sortie par la Commission d'une proposition sur laquelle nous pouvons travailler. Et comme d'habitude, nous chercherons à améliorer la proposition de la Commission. Et pour moi, nous pouvons peut-être intégrer la protection des journalistes dans cette directive. Vous sentez une volonté du côté de la Commission européenne de faire quelque chose dans ce domaine-là ou plus ou moins? Je pense que le message qu'on a envoyé avec le rapport que j'ai présenté qui a été voté en octobre, qui demandait vraiment une protection ambitieuse sur les lanceurs d'alerte, a quand même fait bouger les choses. Les conclusions des différentes commissions aussi. Et des informations que nous avons, normalement, le mois prochain, la Commission mettra une proposition et une proposition législative, ce qui était le cœur de la demande du Parlement, d'avoir des règles claires et législatives, pas juste des recommandations. Et qui s'appliquent à l'ensemble des États membres. Voilà. Et ça, on devrait l'avoir le mois prochain, donc on attend avec impatience, effectivement, la proposition. On espère qu'elle ira loin. Voilà,
On verra. Oui, c'est ça. On verra, mais moi je peux vous dire ce qu'on attend, nous. On attend une protection contre des lanceurs d'alerte, donc pour une garantie de la confidentialité de leur identité s'ils le souhaitent. C'est la première des choses. C'est vraiment de maintenir cette confidentialité-là parce que l'exposition aux pressions est quelque chose qui est extrêmement difficile à supporter, à vivre pour les lanceurs d'alerte. La deuxième chose, c'est qu'on sait que leur identité soit connue ou pas, les pressions et les représailles sont énormes. Et donc, pénaliser, sanctionner, dire que c'est interdit et que si c'est fait, ça doit être condamné et que les dommages doivent être intégralement réparés. C'est ça qu'on veut. Et la troisième chose, création de nouveaux délits. Le fait de révéler l'identité, par exemple, doit être pénalement répréhensible. Vous voyez d'autres pays à l'heure actuelle en Europe où on est dans une situation par rapport à cette question tendue, on va dire? Mais la question de l'état de droit se pose malheureusement aujourd'hui à des degrés divers, avec des axes divers, que ce soit par le biais de la corruption ou par le biais, on va dire, du déni de démocratie et d'emprise sur les institutions dans beaucoup de pays, dans beaucoup trop de pays européens. Là aussi, il faut qu'on soit vigilant dans le cadre du débat qui va venir sur la question des fake news, qui, par dérive, peut à un moment donné conduire à avoir un discours extrêmement violent. C'est très dangereux. On ne peut pas légiférer sur le fake news. Tout à fait. Il ne faut pas se tromper de solution là-dessus. On imagine bien l'utilisation qu'on aurait pu faire d'un texte pareil. Et puis moi, je voudrais dire quelque chose quand même. On a, en tant que responsable politique, tous à se poser la question du vocabulaire qu'on emploie. On a le droit d'être en désaccord avec les médias. Forcément, le débat public fait qu'il y a de la controverse et qu'il y a de la contradiction. Et de temps en temps, on peut être dans de la contradiction. Mais il faut qu'on fasse attention aux mots qu'on emploie. Moi, quand on considère que la haine des médias est légitime, pour moi, c'est grave. Et de la même manière, quand vous avez un compte Twitter qui est attaché directement à la personne du président de la République, qui glorifie la réponse agacée du président à une journaliste en parlant de headshot, c'est-à-dire de tir dans la tête, je pense que c'est grave. On est dans un climat où on ne peut pas se permettre d'employer des termes comme ça. On peut débattre, on peut affirmer des désaccords. Qu'on n'emploierait pas vis-à-vis d'un policier, vis-à-vis d'un juge, vis-à-vis d'un magistrat. Voilà. Les journalistes sont une population exposée, nécessaire à la démocratie. On peut j'aurais beaucoup de critiques à faire, c'est pas la question. On peut critiquer les médias. Mais faisons attention aux termes qu'on emploie. On doit garder ça dans le champ du débat démocratique serein. Alors, deux autres petites questions rapides d'informations pures. Où on est l'affaire Daphné Caruana Galizia, donc, qui a été assassinée, on le rappelle, à Chypre. Quelles sont les dernières informations dont vous disposez sur l'enquête? Des personnes ont été arrêtées. Nous sommes maintenant plus de 3 mois après les faits. Et les auteurs ne sont pas arrêtés, nous pouvons le constater. Or, on sait qu'en matière d'assassinat, c'est les premiers jours qui comptent énormément pour identifier l'auteur, donc on peut craindre le pire. Et là aussi, il y a une nouvelle commission spéciale créée ces jours-ci, ici au Parlement, qui va suivre les recommandations que nous avons faites dans les autres commissions et aussi la situation à Malte. C'est dans les suivis importants que nous devons avoir, ne pas oublier Daphné Caruana. Bien sûr. Et j'ai proposé personnellement la création d'un prix pour les journalistes d'investigation qui porterait son nom. Et donc aujourd'hui, c'est entre les mains des présidents de groupe qui ont promis de l'examiner avec bienveillance. Et on va dire aussi un mot quand même, parce qu'ils ne sont pas très loin. Ils ne sont pas membres de l'Union européenne, certes, mais ils sont membres du Conseil de l'Europe. Et à ce titre-là, ils sont chargés de surveiller la liberté de la presse et les principes démocratiques. C'est la Turquie quand même, où il y a un certain nombre comme on le sait, de journalistes, enfin la plus grande prison de journalistes du monde, selon la triste expression consacrée. La situation, même chose, j'allais dire. Votre Parlement a unanimement condamné les procédés en Turquie. Enfin, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose au-delà de ça en Europe, de la part des institutions européennes, dont tout de même, par l'intermédiaire du Conseil, la Turquie fait partie. Il y a une forme d'hypocrisie assez violente, je dirais, parce qu'aujourd'hui, la Turquie détient la clé des réfugiés syriens. Il y a plusieurs millions de réfugiés syriens en Turquie et je pense qu'il y a une crainte certaine
que Erdogan ouvre les vannes qui et menace voilà, de nous les envoyer. Donc je pense qu'il y a un jeu là qui n'est pas très digne. Tout à fait. L'Union européenne paye le prix de son... paye le prix, je vais dire, moral et en même temps géostratégique de son refus de mettre en œuvre une réelle solidarité pour l'accueil des réfugiés. L'Union européenne, 500 millions d'habitants, aurait eu la capacité, si les États membres ne s'étaient pas réfugiés chacun sur leur logique d'agenda politique national à courte vue et leur égoïsme national, d'accueillir ces populations de réfugiés. Elle en serait sortie grandie, en y mettant les conditions pour un accueil digne, et elle en serait sortie avec une indépendance géostratégique et une capacité à justement porter ses valeurs vis-à-vis de ses voisins immédiats comme la Turquie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. En se mettant dans les mains d'Erdogan, elle a abandonné sa capacité à intervenir, que ce soit pour le sort qui est fait aux journalistes en Turquie, pour que ce soit la dérive autoritaire d'Erdogan, ou pour que ce soit le massacre des Kurdes aujourd'hui à Afrin, que perpètre la Turquie sans que l'Union européenne puisse faire autre chose que simplement le déplorer, peut-être bruyamment, mais sans autre conséquence. C'est votre point de vue aussi, Eva Joly, sur cette question de la Turquie et de l'attitude que l'Europe a. Non, c'est ce que je vous dis. Nous avons les mains liées par l'effet de 3 millions de réfugiés dans les camps turcs. Et le fait de ne pas avoir voulu avoir une attitude très claire et positive. Oui, c'est sûr qu'il y a des conséquences sur cette question. En Syrie de notre peu de courage et peu de solidarité pour l'accueil des réfugiés. Je vous remercie beaucoup, Eva Joly, Virginie Rosière. Merci beaucoup. On continuera bien sûr à suivre ces affaires. On reparle avec vous. Merci. Bonne journée. Au revoir et merci à vous qui nous avez suivis. Au revoir.